Moi, je sais pas si j'ai bien cadré, j'espère que oui. La caméra est en face de moi. Alors, il y a une petite nouveauté, j'ai maintenant une caméra 4K. Alors, en fait, c'est une caméra que j'avais déjà, c'est la Sony Action Cam Pro, qui est en fait un peu l'équivalent de la GoPro, quoique pas vraiment, parce qu'en fait, ouais, je crois que les dernières GoPro sont en 4K. Par contre, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle a un stabilisateur optique. Bon, là, vous verrez pas vu que la caméra elle est posée sur un trépied. Mais du coup, c'est pas mal. Et du coup, elle filme en 60 fps. Donc, je pense que la caméra, la qualité sera mieux qu'avec la Canon Legria, que j'utilise d'habitude pour faire les vlogs. Donc, pendant quelques temps, je vais garder celle-là, je pense, et tester quand même de faire des vlogs avec elle. Je pense que vous aurez une meilleure qualité. Alors après, ça risque de pêcher au niveau de la prise de son, parce que les micros, bah, du coup, sont moins puissants, de moins de bonne qualité que sur la Canon Legria. Donc bon, on verra. Si vraiment c'est catastrophique au niveau du son, vous me le direz et je repasserai sur la Canon Legria. Alors le but de cette vidéo, bah, c'est pour aborder deux côtés pratiques, le logement et la banque. On va commencer par le logement. Alors avant de venir à Boston, c'est très compliqué de chercher un logement depuis la France. Donc vous avez plusieurs options. Soit vous cherchez, donc trois options en fait. Soit vous connaissez quelqu'un sur place, et alors là c'est le paradis, il peut vous aider. Soit vous connaissez personne, et à ce moment-là vous écumez les sites internet style roommate.com, les trucs comme ça, pour essayer de trouver une coloc ou quelque chose. Mais bon, c'est vraiment compliqué depuis la France parce que vous pouvez pas visiter, vous pouvez pas être certain que les annonces sont bonnes. Et la troisième option, c'est prendre un logement sur Airbnb. Alors ça coûte un bras, c'est de l'ordre de 1000 $ la semaine, c'est la folie. Mais au moins, c'est garanti quoi. Vous payez sur le site internet d'Airbnb. Du coup, vous arrivez sur place, vous êtes bien accueilli en général. Il y a le petit déjeuner ou même le repas du soir qui est compris. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il faut avoir les moyens. Donc moi, j'ai cherché depuis la France. Et donc j'ai fait très attention. Et malgré tout ça, je suis tombé sur ce qu'on appelle un scammer. Alors un scammer, c'est une arnaque en fait, hein, tout simplement. Et donc du coup, le truc était quand même bien ficelé. Normalement, les scammers, vous arrivez à les déceler parce qu'ils vous font des fautes d'orthographe quand ils vous répondent. Leur discours n'est pas forcément cohérent. Y a des petites... voilà, les photos souvent sont soit de trop bonne qualité, soit de très mauvaise qualité. Et il y a des trucs aussi qui doivent vous mettre la puce à l'horaire du genre... si vous répondent par exemple à 4 heures du matin sur le fuseau horaire de Boston par exemple, bah, c'est qu'il y a un problème quoi. Il n'y a aucun propriétaire qui va vous répondre en mail à 4 heures du matin pour une annonce de chambre quoi, parce que vous n'allez pas louer un appartement, hein, soyons clairs, enfin à moins que vous ayez vraiment les moyens, je vous le souhaite, hein, mais ce sera plutôt une chambre à mon avis comme moi. Donc personne ne vous répondra à 4 heures du matin pour une chambre quoi. Donc ça c'est les petits trucs qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. En plus de ça, les scammers en général ils vous demandent une avance, donc soit de payer la caution par virement bancaire, soit carrément le premier mois de loyer en plus de la caution. Donc ça fait des sommes assez importantes. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc j'ai eu aucun moyen de déceler. La femme avec qui j'ai échangé, enfin si c'était une femme, j'en sais rien, était super sympa. Il y avait vraiment un bon feeling. Elle m'envoyait des photos régulièrement. Les photos étaient pas trop mal. Elle faisait pas de fautes d'orthographe. Elle avait tout un background. Elle m'avait raconté un peu sa vie, machin. Enfin, c'était vraiment bien foutu son truc. Et elle me répondait bien dans le fuseau horaire de Boston, etc. Et le truc qui me dérangeait un peu, bah, c'est que justement elle m'a demandé de payer d'avance la caution et le premier mois. Donc ça faisait 1500 $. Donc ça faisait chaud de faire un virement bancaire de 1500 $. Hein. Ne faites jamais de virement aux États-Unis pour payer un loyer justement. Parce que si jamais c'est une arnaque, vous êtes cuit. Vous n'aurez aucun recours pour récupérer votre argent. Donc faites très attention à ça. Donc moi elle m'a demandé ça, alors ça m'embêtait un peu. Donc ce que j'ai fait, je suis allé sur un forum d'expatriés sur internet. Hein, et j'ai demandé à des gens de Boston s'ils voulaient pas aller visiter pour moi, pour être sûr, quoi, avant de faire le virement. Parce que bon, le problème c'est qu'on est pieds et poings liés depuis la France. C'est soit on prend le risque de faire le virement, soit on n'a pas de logement, quoi. Donc l'un dans l'autre, voilà. Donc je voulais quand même envoyer quelqu'un pour visiter l'appartement. J'ai trouvé quelqu'un, par chance, qui est allé. Enfin, c'est bon, bref. Quelqu'un est allé visiter l'appartement, il pleuvait et tout machin. La femme m'avait donné son numéro de téléphone, l'adresse, elle m'a dit oui, je serai présente, il n'y a pas de problème, il peut venir et compagnie. Très bien. Donc le collègue y va, machin. Il arrive dans l'appartement, bah, pas d'appartement à l'adresse, rien du tout. La femme qui répond plus au téléphone, bah, c'était une grosse arnaque. Donc j'ai eu énormément de chance sur ce coup-là. Et grâce à cette personne-là, bah, j'ai pu derrière trouver une famille et donc loger dans une maison, quoi. Voilà, donc moi je loge chez l'habitant pour le coup. Et ça a ses bons côtés, donc c'est les côtés positifs, côtés négatifs. Côté positif, c'est que vous arrivez, vous êtes quand même assez bien accueilli, encadré. Si vous avez n'importe quoi comme problème, ils connaissent le pays, ils connaissent les démarches à faire, des choses comme ça. Par exemple, moi, ma logeuse m'a amené à la banque pour ouvrir un compte, par exemple.
elle s'est un peu portée garante pour moi, elle a donné une facture et compagnie, donc ça facilite un peu le fait d'être chez l'habitant. Par contre, mettez-vous bien dans le crâne que quand vous êtes chez l'habitant, vous êtes chez lui en premier. Que vous ayez payé un loyer ou pas, c'est pareil. C'est ses règles à lui et c'est tout. Hein. Vos droits sont quand même assez limités si vous êtes chez l'habitant. Contrairement à une colocation, où une colocation, bah, tout le monde est sur le même pied d'égalité, il y a des règles communes et s'il y en a un qui déconne, bah, vous pouvez pousser un coup de gueule, quoi. Chez l'habitant, c'est compliqué. Voilà. Donc moi, j'avais jamais fait, hein, donc c'est la première fois que je suis chez l'habitant comme ça, je le referai plus. Non pas qu'il soit, ça se passe mal ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont très gentils, bon, pas de problème là-dessus. Mais bon, j'ai 28 ans, j'ai passé l'âge en fait. Il y a des trucs que je supporte plus, quoi. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ayez conscience de ça. Vous êtes chez l'habitant, donc c'est ses règles, voilà. Vous êtes intégré à sa vie et voilà. Eux vont pas s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à eux. Colocation, en revanche, bah, c'est pas mal parce que du coup, vous êtes sur le même pied d'égalité. Alors, il y a une difficulté ici, c'est qu'au niveau des colocations, les Américains, ils aiment pas trop les internationaux. Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas les internationaux, mais ils vont plus facilement faire confiance à un Américain. Donc, un Américain passera toujours avant vous. Par contre, si vous êtes sur place, que vous rencontrez les gens, alors là, en général, il y a du feeling quand même pour les étrangers ici. Donc, si vous êtes sur place, que vous rencontrez les gens, que vous leur dites vous cherchez une chambre, machin et tout, là, vous avez beaucoup plus de chances que faire ça par mail ou par Skype. C'est compliqué d'après moi. Enfin, des retours que j'ai des collègues ici internationaux. Donc voilà pour l'aspect logement. Au niveau des zones, oubliez direct Cambridge, à moins que vous ayez de l'argent, parce que Cambridge, le minimum que vous puissiez trouver en chambre, c'est 2000 $ par mois. C'est énorme, c'est énorme. Allez, si vous êtes chanceux, vous tomberez à 1500 $, mais c'est énorme pour ce que c'est. Donc Cambridge, vous oubliez direct. Donc après, les zones qui sont sympas, d'après moi, Medford, Somerville et Arlington. C'est dans la banlieue nord de Boston, en fait, c'est des petites villes. Hein. Et c'est plutôt sympa, c'est des villes dortoirs, en fait. Hein. Mais c'est agréable, c'est sympa, il y a de l'animation, on n'est pas très loin du métro, c'est desservi par les bus. C'est vraiment une bonne alternative. Et là, vous pouvez vous en tirer à des loyers entre 650 et 900 $. Quoi. Donc ça reste raisonnable pour le Boston, franchement. Et moi, de là où j'habite, je suis sur Medford, moi je mets une demi-heure, 40 minutes parce que je mets 20 minutes à pied, quoi. Je pourrais prendre le bus et mettre que 5 minutes, mais je marche 20 minutes, après je prends le métro. Mais bon, moi j'aime bien marcher le matin, ça me réveille, j'ai la tête dans le cul le matin, du coup c'est pas plus mal. Voilà, donc ces trois villages, enfin ces trois villes, c'est une bonne alternative à Cambridge, Boston, enfin vraiment le centre-ville, quoi. En plus le centre-ville c'est la galère, il y a du monde, vous allez vraiment... Mais bon, si vous avez les moyens, c'est très bien. Autre chose, moi en tant que visiting student, on m'a dit que je pouvais pas postuler pour les dortoirs du MIT. Harvard c'est pareil, hein, les dorms ils appellent ça. En fait vous pouvez postuler, rien ne vous empêche de postuler, s'il y a de la place vous aurez une place. Voilà. Donc moi j'ai même pas essayé vu qu'on m'a dit que c'était impossible, mais si ça vous tente, si vraiment vous voulez vivre l'expérience dorm à l'américaine, dortoir quoi, parce qu'ici par exemple tous les bars, les boîtes et compagnie ça ferme à 1h du matin quoi, 1h, 1h, 2h. Et du coup, en fait, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de fêtes, mais elles se déportent simplement dans les maisons et surtout dans les dortoirs, quoi. Donc, si vraiment vous voulez profiter de cet aspect-là de la vie étudiante américaine, foncez, quoi. Postulez et vous aurez toutes vos chances d'avoir une chambre dans un dortoir. J'ai un collègue allemand qui a fait ça, quoi. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas le droit non plus et que, voilà, au final, et une copine à lui aussi, d'ailleurs. Donc, foncez. Les dortoirs sont accessibles, il n'y a pas de problème. Ah ouais, faites gaffe, prévoyez au niveau du logement, le truc qui est bien, c'est qu'il y ait de l'électricité comprise dans votre loyer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, alors je comprends pas pourquoi, ils ont des hivers terribles ici, ils tombent à moins 20, moins 30. Et je comprends pas pourquoi, mais les maisons, elles sont toutes en bois, elles sont hyper mal isolées, ils ont pas de double vitrage, donc il fait très froid dans les maisons. Du coup, vous chauffez à perte, quoi, hein, vous chauffez l'extérieur. Donc moi, j'ai un chauffage, par exemple, enfin, j'ai 2 chauffages dans ma piole. J'en ai un fixe en fonte, quoi, comme dans les écoles, là, les vieux trucs en fonte. Et j'ai un truc d'appoint en plus, et qui tourne tout le temps, non-stop, hein, parce que sinon je ne garde pas la chaleur dans la chambre. Donc, moi j'ai la chance de ne pas payer l'électricité, mais si vous prenez un logement, regardez qu'il y a l'électricité comprise, parce que s'il n'y a pas l'électricité comprise, vous allez devoir payer l'électricité à part en fonction de votre consommation, et alors là, vous allez vous ruiner, parce que l'hiver, à mon avis, c'est la folie ici. Donc faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. Donc c'est à peu près tout pour les logements. On va passer à la banque. Donc la banque, vous n'avez aucun besoin d'ouvrir un compte en banque américain.
si vous n'êtes pas payé ici. Si vous êtes amené à être payé, comme c'est mon cas maintenant, alors là par contre il faut ouvrir un compte en banque parce que, bon, d'une part pour le MIT, ils font pas de virement à l'international. Les payes sont versées directement sur des comptes américains, par chèque ou par virement. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre un compte en banque. Et même s'ils faisaient le virement sur les comptes internationaux, le problème c'est que avec les frais de conversion de la monnaie, les taxes pour virer l'argent d'un pays vers un autre, et, le paiement du virement, bah, vous perdez facile 100 dollars à chaque fois, donc ça vaut pas le coup. Autant ouvrir un compte en banque ici. Bon, après, l'embêtant, c'est que l'argent reste aux États-Unis, hein, au final, vous êtes obligé de le dépenser cet argent-là. À moins de le retirer en liquide et de faire la conversion quand vous rentrez en France, c'est compliqué, c'est chiant, vous perdrez de l'argent de toute manière. Donc bon, moi j'ai ouvert un compte ici, ça se fait en une journée. Il faut simplement votre passeport, un numéro de téléphone américain. Alors il y a la bidouille, si vous connaissez quelqu'un d'américain, il peut venir avec vous et vous pouvez filer son numéro, ça peut passer quoi, hein. Mais ici le truc c'est que les banques elles sont vachement reliées avec les applications smartphone. Enfin, vous n'avez pas le choix en fait. Quand vous ouvrez un compte bancaire, vous êtes obligé de prendre l'application, lier votre compte avec votre téléphone, machin, et c'est comme ça. Mais bon, moi j'ai pu bidouiller le truc, donc c'était pas mal. Donc vous y allez, en 2 heures, le compte est ouvert. Grosso merdo, hein, parce que vous allez parler, blablater, qu'est-ce que vous faites, il fait beau aujourd'hui, machin, voilà. Comptez 2 heures, on va dire, pour ouvrir un compte. Donc passeport, si vous avez votre numéro de sécurité sociale américain, c'est le sésame absolu. Normalement, avec le MIT, vous pourrez l'avoir, hein. Ils vous feront une lettre de recommandation qui vous permettra de l'obtenir en 15 jours. Alors que c'est très compliqué à obtenir le numéro de sécu américain. Et il est valable à vie, donc c'est génial, parce qu'une fois que vous l'avez, pour n'importe quelle demande de visa, vous passez prioritaire sur les autres personnes, quoi. Parce que le numéro de sécu, c'est une identité américaine, donc c'est très bien. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, et ce sera le sésame aussi pour la banque, donc foncez. Donc en 2 heures, le compte est ouvert, on vous file une carte bancaire temporaire. Avec cette carte bancaire, vous pouvez payer, et sous 4-5 jours, vous recevez la carte définitive. Et puis vous êtes tranquille. Vous pouvez faire vos virements, tout ce que vous voulez, vous avez un compte américain. Pour ce qui est du numéro de téléphone américain, si vous êtes là 6 mois comme moi, 6 mois comme moi, c'est bien ça. Je vous conseille de prendre directement un numéro de téléphone américain. Moi j'ai été très con de ne pas le faire. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit oh non, je ne veux pas ouvrir de compte en banque ni de numéro de téléphone, je veux pas de numéro de téléphone américain et tout, je ne veux pas m'embêter avec les papiers, machin. Maintenant je le regrette amèrement, j'ai été très con de ne pas le faire. Parce qu'au final ça vous coûte que dalle, vous prenez simplement une carte SIM, vous mettez un truc prépayé là, à 10 dollars, terminé, et au moins vous pouvez recevoir les appels, les SMS et tout. Parce que du coup ici c'est super chiant, moi j'ai pas de numéro, il me reste 2 mois à tirer, j'ai pas envie d'en prendre un là maintenant pour 2 mois, mais c'est pénible parce qu'à chaque fois que j'ai des trucs à faire, on vous demande tout le temps un numéro ici. Donc je file le numéro des copains, des copines, et du coup j'ai 40 000 secrétaires qui ah t'as reçu ça, t'as machin, t'as truc. Bon c'est hyper chiant quoi, au final c'est super pénible. Donc prenez un numéro direct, ça vous coûte rien. Vous arrivez à l'aéroport, vous prenez une carte SIM et vous êtes tranquille. Au moins c'est réglé, vous n'êtes pas embêté. Si vous restez 6 mois après, en dessous de 6 mois, en dessous de 4 mois, c'est chiant quoi, ça fait court. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas ce que ça coûte, hein. Prenez-le, ça vous dépannera. Mais vraiment, hein. Là, j'en ai profité pour vous faire le petit vlog parce que je suis tout seul au labo. J'attends qu'une pièce finisse d'imprimer. Ah, je m'éclate. Les imprimantes 3D, c'est génial. On a 2 imprimantes 3D. On a une MakerBot et une machine type A qui est immense. On peut faire des pièces géniales, hyper grandes. Et du coup, c'est trop bon, quoi. Je me rends compte du potentiel des imprimantes 3D. Je me régale, quoi. C'est vraiment trop bon. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs, un Café Trop Info, où je parlais de l'impression 3D, où je disais que ça imprimait avec de la qualité pas terrible, pas durable. Et ben je retire ce que j'ai dit parce que il y a vraiment toutes sortes de. On peut vraiment imprimer toutes sortes de choses en fait qui sont solides, qui peuvent même être flexibles. Attendez, je vais vous montrer un truc flexible. Voilà, cette semelle, ça a été imprimé en 3D, donc c'est plastique flexible et c'est durable. C'est vraiment un truc super. Donc là, en plus, il y a des sites internet avec des bibliothèques immenses. Donc j'ai vu le Faucon Millennium, j'ai vu plein de trucs. Je me suis imprimé un petit socle là pour la caméra. Enfin bon, c'est génial, il y a un potentiel illimité. En plus, les bobines de filament, on les a gratos ici au labo. Alors c'est open, c'est trop bon. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. Je vous laisse, si vous avez des questions dans les commentaires, j'espère que j'ai rien oublié. Au pire, je mettrai une petite annotation dans la vidéo si j'oublie des trucs.
Bah, n'hésitez pas, moi je suis là, donc profitez de mon expérience vraiment pour pas galérer comme j'ai galéré et pour pas faire les mêmes erreurs, les mêmes conneries que moi. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, ciao.